Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les riverains des aéroports devraient obtenir une indemnisation plus rapide pour insonoriser leur logement. 3 députés du Val d'Oise sont parvenus à faire voter un amendement dans ce sens. Toutes les explications dans un instant. Un musée des télécoms dans le Val d'Oise à Soisy-sous-Montmorency. Méconnu du grand public, ce musée vous propose un voyage dans le temps. Visite guidée en fin de journal. Une bonne nouvelle à présent pour les riverains exposés aux nuisances aériennes. Les députés du Val d'Oise ont obtenu le vote d'un amendement qui devrait accélérer le processus d'indemnisation des propriétaires qui veulent insonoriser leur logement. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Il devrait désormais être plus rapide pour les riverains résidant à proximité des aéroports d'obtenir une aide financière pour insonoriser leur logement. Des députés socialistes du Val d'Oise, des territoires particulièrement impactés par les nuisances aériennes, François Pupponi, Jean-Pierre Blasi et Gérard Sebaoun, sont parvenus à faire voter un amendement. Il prévoit de relever le plafond de la taxe sur les nuisances sonores aériennes à 55 millions d'euros au lieu de 47 millions d'euros. C'est cette taxe dont s'acquittent les compagnies aériennes qui permet d'indemniser les habitants. Mais en 2016, la somme perçue a dépassé le seuil fixé, un surplus d'1,4 million d'euros qui devait ainsi partir directement dans les caisses de l'État. Et donc, moins d'argent dédié à l'insonorisation, inacceptable pour le député maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Roissy, on attend 3 ans, vous m'entendez bien, 3 ans pour, une fois qu'on a déposé son dossier, pouvoir effectuer les travaux d'insonorisation. C'est totalement insupportable pour les riverains. Et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que tout l'argent de la taxe serve à l'insonorisation des populations. C'est parce qu'il y avait moins d'argent, moins de ressources, que les délais se sont allongés, c'est une évidence. Ce relèvement du plafond va donc permettre d'instruire un plus grand nombre de dossiers. Selon un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, près de 80 000 logements exposés au bruit des avions seraient encore à insonoriser, dont 69 000 en Île-de-France. Si cet amendement est une avancée, il reste surtout un compromis pour les députés valdoisiens, car ils militent surtout pour une suppression pure et simple du plafond de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. En bref, maintenant à Goussainville, les professeurs du lycée Romain Roland sont en grève. Le collectif de lycées franciliens Touche pas Mazep a entamé un nouveau mouvement pour défendre l'éducation prioritaire. À Goussainville, une trentaine d'enseignants étaient en grève mardi. Ce mercredi matin, une opération école morte a également perturbé le déroulement normal des cours. Et maintenant, cette étonnante découverte, il existe un musée des télécoms dans le Val d'Oise. On le doit à l'opérateur Orange. Méconnu, il se cache à Soisy-sous-Montmorency, à 2 pas de la gare. Préparez-vous à un voyage dans le temps, aperçu avec Olivier Zanetta. Des téléphones et encore des téléphones. À Soisy-sous-Montmorency se cache un musée méconnu, une étonnante collection dédiée au monde des télécoms. C'est un lieu unique en France. En fait, c'est la mémoire de la communication de la France. En fait, on a regroupé ici toute l'histoire de la communication depuis la télégraphie Chappe en 1792. Et c'est la seule plateforme qui existe en France et c'est le seul opérateur en France qui possède cette richesse. La collection de l'opérateur Orange regroupe 11 000 pièces sur 3 000 m² d'exposition, un véritable voyage dans le temps. Tout le matériel qui a été utilisé par les services depuis 200 ans, donc à travers d'autres des différents ministères. On a commencé avec le ministère de la Guerre, ensuite le ministère de l'Intérieur, avant de passer au ministère des Postes. Donc il y a toute cette histoire qui est regroupée ici. Le lieu est ouvert au public, sur rendez-vous. La nostalgie joue à plein, des cabines qui ont disparu de nos paysages aux standardistes, que l'on appelait à l'époque les demoiselles du téléphone. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une bonne nouvelle pour les riverains exposés aux nuisances aériennes. Les députés du Val d'Oise ont obtenu le vote d'un amendement qui devrait accélérer le processus d'indemnisation des propriétaires qui veulent insonoriser leur logement. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain.
Un homme vient de tomber dans une fosse d'une hauteur de 7 mètres. Les pompiers de Garges-les-Gonesse sont les premiers sur place. L'ouvrier, il est conscient. D'accord ? On zappe pour l'instant. Ouais. Dispositif classique, l'eau de sauvetage. Problème, ils ne sont pas équipés pour remonter le blessé dans de bonnes conditions de sécurité. C'est là qu'interviennent les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On est en présence d'une personne ayant chuté dans une excavation, environ 10 mètres, en urgence absolue, polytraumatisée, en cours d'abordage et de médicalisation. L'objectif, c'est de remonter cette personne qui est en bas d'un bassin de décontation vide, c'est de le remonter en position horizontale et allongée. Grande hauteur ou cavité souterraine, cette unité spécialisée est appelée quand les moyens classiques ne peuvent plus intervenir. Les premiers à intervenir, ce sont les pompiers classiques pour porter les premiers secours à la victime. Et ensuite, comme en l'occurrence c'est une victime polytraumatisée, il va falloir descendre, il va falloir remonter avec toutes les précautions possibles, il faut que ce soit le Grimpe qui le fasse. Le blessé attaché dans cette barquette n'est pas une vraie victime. Nous sommes dans le cadre d'un exercice en conditions réelles entre les pompiers de Garges-les-Gonesse et le Grimpe 95. But de la manœuvre, apprendre à travailler ensemble et éviter les éventuelles rivalités entre services classiques et spécialisés. D'où l'intérêt de l'organisation de ce type de manœuvre, où les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et justement à arriver à faire fi de cette petite compétition qui peut naître entre nous on est les spécialistes, vous faites l'abordage, les réactions immédiates, et nous on prend le relais derrière. On a vu que en fait, ils arrivaient à travailler de concert dans l'intérêt de la victime. On vérifie l'ensemble du dispositif. Pour le Grimpe, ces exercices sont importants. Dans le Val d'Oise, ces pompiers d'élite n'effectuent qu'une quarantaine d'interventions par an. Il est donc important pour eux de s'entraîner toute l'année. Pour intégrer cette unité spécialisée, ses membres ont été sélectionnés après de nombreux stages et des tests d'aptitude au travail à grande hauteur et dans des souterrains. Pour devenir Grimpe, un sapeur-pompier doit passer un premier temps d'une semaine de stage pour apprendre à évoluer sur corde. Ensuite, pendant 6 mois, voire 1 an, il va participer à divers entraînements pour progresser tout doucement. Arrivé, quand on considère qu'il est prêt, on lui fait faire 2 semaines de stage. À la fin de ces 2 semaines, s'il a validé le stage, il est sauveteur. Une fois qu'il est sauveteur, ce n'est pas terminé. Tout au long de sa carrière, il va falloir que tous les ans, il fasse au moins 80 heures réparties sur l'année pour ne pas perdre l'habitude qu'il a d'entraînement. Deuxième destination du jour pour le Grimpe, ce château d'eau. Plus de 40 mètres de haut et un bel escalier étroit à grimper sans ascenseur. But de l'exercice pour ces pompiers de l'extrême, redescendre une victime par le sommet. Là encore, ils sont les seuls à pouvoir intervenir. Même en exercice, la concentration et la précision sont indispensables. La moindre erreur peut être fatale. À cette hauteur, même pour ces habitués du vide, les émotions sont au rendez-vous. Il y a une part d'adrénaline qui fait partie du plaisir, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur des hauteurs comme celle-ci, là, je vous annonçais qu'il y avait à peu près 45 mètres de hauteur. Sur le Val d'Oise, c'est très rare qu'on aille à des hauteurs aussi hautes. Généralement, c'est des interventions, des évacuations d'appartements. Et maximum, on va à 8-10 étages, quoi. Donc, ce qui représente maximum 30 mètres, ou la hauteur d'un moyen aérien, quoi. Donc c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec. Plus de 20 ans après sa création, le Grimpe du Val d'Oise comprend une quarantaine de pompiers répartis sur les casernes d'Auny et d'Aubonne. Il est 10 h du matin et ces écoliers sont en plein cours, mais leur professeur du jour est un peu particulier. Il s'appelle Johannes Pramsoller et c'est un violoniste professionnel. Si Johannes vient jouer du violon et parler de son art dans une école d'Herblay, ce n'est pas par hasard. Son intervention fait partie d'un programme de sensibilisation à la musique classique et à l'art lyrique, voulu par la ville depuis une vingtaine d'années. La sensibilisation à l'art lyrique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, l'État s'est alarmé du fait que l'art lyrique était peut-être réservé à une élite.
Herblay a suivi le courant qui consistait à dire non, ça n'est pas réservé à une élite. Nous allons former nos enfants à cet art lyrique, à la musique classique, parce qu'il y a des musiques auxquelles ils n'ont pas forcément facilement accès, tout le monde ne va pas au conservatoire. Donc c'était un choix délibéré de la ville d'Herblay de pouvoir rendre cette musique accessible. Pendant 1 heure, Johannes va jouer, parler de son instrument, de son métier, et surtout de l'œuvre qui sera jouée au mois d'avril, Athalia, de Georg Friedrich Händel. Johannes y tient une place importante, il est le premier violon, mais c'est aussi le créateur de l'orchestre qui jouera cet oratorio, l'ensemble Diderot. Cette œuvre sera le point d'orgue de cette sensibilisation. Les 11 classes de la ville qui participent au projet assisteront à une représentation au théâtre Roger Barra. Ce projet musique et oratorio est important pour les enfants parce que ça leur permet d'avoir une ouverture sur un monde qu'ils connaissent peu, l'opéra. Ça leur permet de travailler sur les instruments de musique qu'ils connaissent peu, sur des compositeurs peu connus, Georg Friedrich Händel et d'autres. Et puis surtout, ça leur permet 2 fois dans l'année de visiter l'opéra, de visiter le théâtre Roger Barra, qui nous accueille gentiment cette année pour le projet Oratorio. Johannes est venu avec 2 violons, un moderne et une antiquité de plus de 300 ans. Créé en 1712, c'est sur ce violon à la sonorité exceptionnelle qu'il joue en concert et devant les enfants. Passionné par son métier, Johannes aime avant tout transmettre. Je joue toujours pour transmettre quelque chose. Et si après il y a 2 ou 3 ou 1 dans une classe qui grâce à ça décide de faire la musique, super. Mais c'est pas le but. Je crois que c'est pas le but de recruter du public non plus. C'est juste de leur expliquer que ça existe aussi. Il n'y a pas que la musique pop qui est cool, mais aussi de la musique classique. Et en fait, ils font pas du tout de différence. Ils apprécient beaucoup quelque chose fait à la main, en fait. Ils sont fascinés par quelqu'un qui joue d'un instrument. Ça fait bizarre parce que j'ai jamais vu un violoniste aussi fort. Quand la personne montre qu'on fait d'un instrument, ça donne plus aux gens envie de faire. Ça dégage des sentiments, on peut s'exprimer avec. Et j'ai envie d'essayer de faire de la musique. Chaque année à Herblay, des centaines d'écoliers sont sensibilisés à l'art lyrique et à la musique classique. Une façon d'ouvrir leur sens à d'autres genres musicaux, et le travail semble porter ses fruits.